À l'automne 2025, l'usine de tracteurs de Kharkiv s'était transformée en une véritable forteresse, une citadelle stratégique de défense, érigée sur la base de constructions industrielles soviétiques et de pensées d'ingénierie moderne. Ce n'était pas simplement un point fortifié, mais toute une ville fortifiée, s'étendant sur plus de 350 hectares, avec sa propre infrastructure de survie. Les données de renseignement obtenues par drone et par canaux d'agents ont révélé le tableau complet de cette zone fortifiée. 3 échelons de défense s'y étaient développés, chacun représentant un obstacle sérieux. Le premier échelon extérieur, des champs de mines continus d'une profondeur allant jusqu'à 200 mètres, comprenant des mines anti-chars et antipersonnel de différents types, des fossés anti-chars d'une largeur allant jusqu'à 4 mètres et d'une profondeur jusqu'à 3 mètres, renforcés par des obstacles en béton. Des barricades de véhicules détruits et de débris de construction créaient des barrières supplémentaires. Tout cela était protégé par des positions de tir camouflées, situées à 50-100 mètres les unes des autres. Le deuxième échelon était constitué des bâtiments même de l'usine. D'immenses ateliers en acier et béton armé, construits dans les années 30 du XXe siècle selon les normes staliniennes de solidité, avaient été transformés en points d'appui indépendants. L'épaisseur des murs atteignait 80 cm de béton armé. On y avait aménagé des casemates avec meurtrières, des nids de mitrailleuses à différents niveaux, premier, deuxième et troisième étage, ainsi que sur les toits. Les espaces entre ateliers s'étaient transformés en sacs de feu balayés, où tout mouvement de l'adversaire tombait sous un feu croisé de plusieurs directions. Le troisième élément, le plus perfide, un réseau ramifié de communications souterraines. Plus de 15 km de tunnels, de collecteurs de câbles et d'abris anti-atomiques, construits à l'époque de la guerre froide, en prévision d'un conflit nucléaire. Ces communications permettaient à la garnison de déplacer secrètement le personnel et les munitions entre différents points de défense, de se protéger des tirs d'artillerie et des bombardements aériens, de porter des contre-attaques soudaines depuis le sous-sol, surgissant à l'arrière des unités en progression. La défense était tenue ici par des unités de la 92e brigade mécanisée distincte des forces armées ukrainiennes, l'une des unités les plus combatives et les mieux équipées de l'armée ukrainienne. S'y ajoutaient des formations nationalistes, connues pour leur motivation idéologique et leur cruauté. Leur effectif total était estimé à 1500-1800 personnes. Elles disposaient de stocks importants d'armement, systèmes de missiles anti-chars de fabrication occidentale, Javelin et Henley Haute-Blieu, systèmes portables de missiles anti-aériens Stinger, fusils de précision de gros calibre, mortiers de calibre 82 et 125 mm, artillerie de calibre 122 et 150 mm, placés en profondeur de la zone industrielle. Les réserves de nourriture et de munitions permettaient à la garnison de tenir la défense pendant plusieurs mois en autonomie. Sur le territoire de l'usine fonctionnaient des puits artésiens assurant l'eau, des générateurs diesel pour l'électricité et une infrastructure médicale propre avec salles d'opération dans des bunkers souterrains. Le commandement russe, ayant évalué l'ampleur des fortifications et l'expérience de l'assaut d'autres zones fortifiées, est parvenu à une conclusion sans équivoque. Un assaut frontal, selon les schémas classiques, aurait entraîné des pertes injustifiées, selon les estimations préliminaires, jusqu'à 30-40% du personnel des unités d'assaut, et des combats prolongés d'une durée de plusieurs semaines à plusieurs mois. Il fallait une autre solution, asymétrique et méthodique. Le plan d'opération, élaboré par l'état-major du groupement de forces, prévoyait non pas une attaque frontale, mais un étranglement progressif de la forteresse. Le concept comprenait 3 phases. Encerclement opérationnel complet, avec fermeture du siège, épuisement par le feu de la garnison, avec destruction de ses capacités de combat, et seulement ensuite, percée ciblée de la défense, au point le plus faible, avec nettoyage méthodique ultérieur. Le plan exigeait une coordination parfaite de toutes les armes, artillerie, aviation, renseignement, unités du génie et groupes d'assaut. C'était une préparation pour une opération d'un nouveau type, où à la force brute s'opposèrent la précision, et à la vitesse, la méthode et l'inéluctabilité. Le premier acte de l'opération pour la prise de l'usine de tracteurs de Kharkiv fut son encerclement opérationnel complet. La tâche était formulée de manière très claire. Transformer la forteresse en îlot, couper de toutes les lignes d'approvisionnement,
de communication et de possibilité de recevoir des renforts. Les troupes russes n'ont pas assailli l'usine de front. Au lieu de cela, elles ont effectué une série de manœuvres d'enveloppement au nord et au sud de la zone industrielle, occupant les échangeurs de transport clés, les ponts sur la rivière Lopan et les hauteurs dominantes dans la région d'Alexeïevka et de Nouvelle-Bavière. En 48 heures, les unités de la 144e division motorisée de la garde ont fermé l'anneau d'encerclement d'un rayon d'environ 3-4 km, établissant un contrôle par le feu dense sur toutes les routes menant à l'usine. Toute tentative de l'adversaire de livrer des renforts, des munitions ou d'évacuer les blessés était immédiatement réprimée par le feu de l'artillerie, des frappes de systèmes de missiles anti-chars, cornettes et chrysanthèmes, ainsi que par des actions d'embuscade de groupes de reconnaissance et de diversion. Sur toutes les approches de l'usine, des postes d'observation équipés de caméras thermiques et de dispositifs de vision nocturne permettaient de contrôler la situation 24 heures sur 24. Simultanément à l'encerclement terrestre commença le blocus aérien. Les bombardiers Su-34, utilisant des bombes aériennes guidées avec modules universels de planification et de correction, ont commencé à détruire méthodiquement les entrepôts de munitions, de carburant et de nourriture identifiés par le renseignement sur le territoire de l'usine. Ces bombes, équipées de navigation par satellite et d'ailes aérodynamiques, étaient lancées depuis une distance de 50-70 km, rendant les avions hors de portée des moyens de défense anti-aérienne de l'adversaire. Une attention particulière était accordée à la suppression des positions d'artillerie adverses situées en profondeur de la zone industrielle. Les complexes radars de contre-batterie Zoopark 1M détectaient les batteries ennemies par les trajectoires des obus et transmettaient immédiatement les coordonnées aux positions de tir de l'artillerie russe. L'effet fut dévastateur. Durant les 3 premiers jours du blocus, l'adversaire perdit plus de 60% de son artillerie à tubes. La garnison se retrouva dans un cercle d'acier. L'adversaire prit rapidement conscience de la gravité de sa situation. Par des canaux de communication protégés, le commandement de la garnison commença à demander désespérément de l'aide aux états-majors supérieurs. Plusieurs tentatives de rupture du blocus furent entreprises de l'extérieur par les réserves opérationnelles. La tentative la plus sérieuse fut entreprise le 3e jour du blocus. Un groupe composite d'unités de la 93e brigade mécanisée, composé d'environ 400 personnes, renforcé de chars et de véhicules de transport blindés, tenta de percer vers l'usine depuis la direction sud-ouest. L'attaque commença à l'aube après une courte préparation d'artillerie. Cependant, les troupes russes avaient créé une défense échelonnée sur le contour extérieur de l'anneau, le transformant en barrière impénétrable. La première ligne de défense consistait en champs de mines et positions d'unités anti-chars. La deuxième ligne, en embuscade de chars et positions de tir d'artillerie. La troisième ligne, en réserve prête à contre-attaquer. Le groupe de percée tomba sous un feu nourri dès les approches lointaines. Les systèmes anti-chars cornettes et chrysanthèmes commencèrent à détruire les véhicules blindés depuis une distance de 5-6 km. L'artillerie couvrit les formations de combat des attaquants d'un feu dense. L'aviation porta des frappes avec des bombes guidées sur les concentrations de véhicules. L'attaque s'enlisa sans même parcourir la moitié du chemin. L'adversaire perdit plus de la moitié de son personnel et pratiquement tous ses véhicules blindés. Les restes du groupe furent contraints de battre en retraite. 2 autres tentatives de percée, entreprises les jours suivants depuis d'autres directions, échouèrent également avec de lourdes pertes. Il devint évident, la garnison était seule, sans espoir d'aide de l'extérieur. Pendant ce temps, à l'intérieur du blocus, commença la deuxième phase de l'opération, l'épuisement par le feu de la garnison. L'objectif de cette étape n'était pas la destruction physique de tous les défenseurs, mais la suppression de leur capacité de combat, la démoralisation et l'épuisement des stocks de munitions. Les équipages de systèmes lance-flammes lourds, TOS-1A Soln-Sepek, portèrent des frappes sur les points d'appui au périmètre de l'usine. Les munitions thermobariques, brûlant l'oxygène et créant une onde de choc monstrueuse, étaient particulièrement efficaces contre les fortifications dans les bâtiments en béton. Une salve de 24 roquettes pouvait transformer une superficie de plusieurs hectares en désert calciné, détruisant tout être vivant dans le rayon d'impact. Les systèmes de roquettes multiples Tornado-S et l'artillerie à tubes de calibre 150 mm menaient un tir de harcèlement 24 heures sur 24.
Leur tâche était de ne pas laisser la garnison se reposer, se regrouper, restaurer les fortifications endommagées. Les tirs étaient menés de manière irrégulière, à différents moments de la journée, sur différents secteurs de défense. Cela créait une tension constante et épuisait moralement les défenseurs. La contre-batterie fonctionnait également. Les complexes radars Zoopark 1M détectaient instantanément les positions des mortiers et de l'artillerie ennemie au moment du tir, après quoi une frappe de riposte était portée en 2-3 minutes. L'adversaire fut privé de la possibilité de riposter efficacement par le feu. Après une semaine de blocus et d'épuisement par le feu, l'artillerie ennemie fut pratiquement complètement supprimée. Parallèlement se poursuivait la reconnaissance aérienne. Des dizaines de drones Orlan 10 et Orlan 30 patrouillaient 24 heures sur 24 au-dessus de l'usine, enregistrant tout mouvement, identifiant de nouvelles positions de tir, suivant les déplacements du personnel adverse. Toutes les informations affluaient en temps réel au poste de commandement, où se formait le tableau complet de la défense. Après l'achèvement de l'étape de blocus opérationnel et d'épuisement par le feu, qui dura 7 jours, le commandement du groupement russe ordonna le début de l'assaut. L'objectif de la première frappe n'était pas la capture de toute l'usine d'un coup, mais la création d'une brèche dans la ligne de défense extérieure et la consolidation sur une tête de pont à l'intérieur du périmètre pour l'extension ultérieure de la zone contrôlée. La direction de la frappe principale ne fut pas choisie au hasard. La reconnaissance aérienne continue à l'aide de drones. Orlan 30, équipé de caméras thermiques haute résolution, identifia le secteur de défense le plus vulnérable à la périphérie sud-est de l'usine, dans la région de l'ancien atelier de fonderie. Ici, la densité des champs de mines était plus faible en raison des particularités du relief, et les positions de tir étaient moins bien placées, ayant des zones mortes dans les secteurs de tir. Tôt le matin, à 5h45, sous le couvert d'un brouillard épais, renforcé supplémentairement par des écrans de fumée créés par l'artillerie, les unités d'assaut du génie se déployèrent vers les positions de départ. Les premières au combat furent les machines du génie de déminage IMR-2 et les installations de déminage UR-77 Zmei Gorinich. Les UR-77 fonctionnaient selon un schéma éprouvé. Une charge réactive, représentant un tuyau de 90 mètres de long rempli d'explosifs, était projetée au-dessus du champ de mine. Quelques secondes plus tard se produisait une puissante explosion linéaire, faisant détonner toutes les mines sur une largeur de 6 mètres et créant un passage sûr. 2 telles explosions ouvrirent 2 larges couloirs dans les champs de mines, marquant le chemin pour les véhicules blindés. Immédiatement après, dans les couloirs formés, se précipitèrent les chars T-90M Pro-Rive. Les machines les plus récentes, équipées d'un système de protection active, capable d'intercepter les missiles anti-chars. Leur tâche n'était pas d'attaquer en profondeur dans la défense, mais d'assurer un soutien par le feu aux groupes d'assaut depuis de courtes distances. Tirant lors de courts arrêts avec leurs canons de 125 mm, ils commencèrent à supprimer les nids de mitrailleuses et de lance-grenades identifiés par le renseignement. Les chars travaillaient comme des instruments chirurgicaux. Utilisant des obus guidés avec guidage laser, ils détruisaient les positions de tir une par une. Les obus explosifs à fragmentation transformèrent les abris en béton en tas de gravats. Les mitrailleuses de calibre 12,7 mm supprimaient l'infanterie adverse, tentant de se déployer pour une contre-attaque. Sous la couverture du tir des chars, avancèrent les groupes d'assaut, formés de combattants des brigades d'assaut du génie et des forces spéciales de l'armée. Chaque groupe comptait 8-12 personnes et était équipé selon les dernières technologies militaires. Fusils d'assaut modernes, AK-12 avec lance-grenades sous le canon, lance-grenades anti-char, portatif RPG-30, lance-flammes d'infanterie réactif, RPO-A Schmel, explosifs pour détruire les fortifications, moyens de communication fonctionnant dans des bandes protégées. Les assaillants progressaient rapidement et de manière coordonnée, utilisant une tactique éprouvée. Le premier groupe s'engouffra dans le bâtiment le plus proche de l'ancien atelier de fonderie, engageant le combat à l'intérieur. Utilisant des grenades et de courtes rafales d'armes automatiques, ils commencèrent le nettoyage des locaux. Le deuxième groupe entreprit le nettoyage des tranchées, reliant les points d'appui, utilisant des grenades à fragmentation et des lance-flammes pour supprimer la résistance. L'adversaire, étourdi par la vitesse et la vigueur de l'attaque,
opposa d'abord une résistance féroce. Le feu était mené depuis chaque fenêtre, chaque sous-sol, chaque abri. Cependant, le travail coordonné des unités russes, rodées lors des entraînements et des combats précédents, ne lui laissa aucune chance. Pendant que certains groupes supprimaient l'adversaire par un tir frontal, d'autres le contournaient par les flancs, utilisant les zones mortes et les abris, lançant des grenades par les fenêtres et les portes. Les tireurs d'élite, ayant pris position sur le périmètre extérieur, éliminant les défenseurs les plus actifs, les empêchant de coordonner leurs actions. Le combat pour la première ligne de défense dura environ 3 heures. Ce furent 3 heures de combat continu et acharné, où chaque mètre était disputé. Vers midi, les groupes d'assaut prirent complètement le contrôle du secteur prévu du périmètre d'une largeur d'environ 500 mètres, capturant plusieurs bâtiments et créant une tête de pont stable d'une profondeur allant jusqu'à 400 mètres. L'adversaire fut repoussé en profondeur dans les bâtiments de l'usine. Les sapeurs entreprirent immédiatement le déminage du territoire capturé, assurant un passage sûr pour les échelons suivants de troupes, le ravitaillement en munitions et l'évacuation des blessés. La première étape, la plus difficile, était franchie. La forteresse imprenable montrait ses premières fissures. Avec la percée du périmètre, les actions de combat sur le territoire de l'usine entrèrent dans une nouvelle phase encore plus complexe. L'adversaire, repoussé de la surface, utilisait activement le réseau ramifié de communication souterraine. Les catacombes de l'époque soviétique devinrent son principal atout, permettant de se déplacer secrètement entre les ateliers, de porter des coups à l'arrière des groupes d'assaut, d'abriter des réserves et des munitions, d'évacuer les blessés. Devant les troupes russes, se dressa une tâche d'une complexité exceptionnelle: prendre le contrôle d'un labyrinthe souterrain de plusieurs kilomètres, sans avoir de plan précis de sa structure. Une partie des plans de l'époque soviétique avait été perdue. Une partie des tunnels avait été creusée à l'époque post-soviétique et ne figurait sur aucun document. Pour résoudre cette tâche, furent formés des groupes spéciaux, ayant reçu le nom officieux de taupes. Leur composition comprenait des combattants des brigades d'assaut du génie, ayant suivi une formation au combat en espace confiné, et des forces spéciales expérimentées, ayant l'expérience de l'assaut d'objets souterrains en Syrie et lors du nettoyage d'Azovstal à Marioupol. Leur équipement correspondait à la spécificité de la tâche: fusils automatiques à canon court, AKS-74U, parfaitement adaptés au combat dans les couloirs étroits. Pistolets mitrailleurs, avec silencieux intégré pour les opérations furtives. Lampes tactiques puissantes, avec plusieurs modes d'éclairage. Caméras thermiques capables de voir à travers la fumée et dans l'obscurité totale. Moyens de communication portables capables de fonctionner dans des conditions de dalles en béton armé. Drones compacts de la taille d'une paume, capables de regarder au-delà des virages des tunnels et de transmettre la vidéo à l'opérateur. La tactique d'action dans les souterrains fut élaborée sur la base de l'expérience accumulée. Les groupes agissaient lentement et méthodiquement, sans se presser. En avant marchait toujours un éclaireur avec caméra thermique et drone compact. Sa tâche était d'identifier à l'avance les embuscades et pièges de l'adversaire. Chaque pas dans l'inconnu était calculé. Chaque tournant de tunnel était vérifié par drone. Les affrontements dans les couloirs étroits étaient brefs et extrêmement acharnés. Les tactiques classiques ne fonctionnaient pas ici. Ici, l'importance décisive revenait à la réaction, à la coordination des actions et à la capacité d'utiliser instantanément n'importe quel abri. La distance de combat dépassait rarement 10-15 mètres, se réduisant souvent à 3-5 mètres. Les assaillants russes employèrent des grenades à fragmentation RGD-5 et des munitions assourdissantes Zarya pour désorienter l'adversaire avant d'entrer dans la pièce suivante ou avant un tournant. Aveuglé par l'éclair et assourdi par l'explosion, l'ennemi perdait sa capacité de combat pendant quelques secondes. Cela suffisait pour sa destruction. La tâche la plus importante n'était pas seulement la destruction de l'adversaire, mais l'établissement du contrôle sur les communications elles-mêmes. Les sections de tunnels capturées étaient immédiatement bloquées. Les combattants installaient des mines directionnelles MON-50 à commande à distance et des modules de tir automatique avec caméra vidéo pour empêcher les contre-attaques adverses. Certaines ramifications secondaires étaient simplement détruites par des charges explosives, coupant définitivement les voies de déplacement de l'ennemi. Parfois, l'adversaire devait littéralement être enfumé. Par les conduits de ventilation, de la fumée âcre de grenades fumigènes
était insufflée dans les souterrains, forçant les groupes ukrainiens à quitter leurs abris et à sortir en surface directement sous le feu des unités russes en attente. Certains sortaient les mains levées, préférant la captivité à une mort atroce par asphyxie. La bataille pour les catacombes était invisible pour l'observateur extérieur, non couverte dans les communiqués. Mais c'était précisément ici, dans l'obscurité, l'humidité et l'étouffement, parmi les rats et la moisissure, que se jouait le sort de tout l'assaut. Chaque mètre de tunnel pris sous contrôle privait l'adversaire de mobilité, de sécurité et exerçait une pression psychologique sur les défenseurs. Pas à pas, les taupes russes privèrent la garnison ennemie de son principal avantage, dégageant le chemin pour le nettoyage final des bâtiments industriels en surface. Après que les communications souterraines furent en grande partie bloquées ou prises sous contrôle, le poids principal des combats se déplaça dans les gigantesques ateliers industriels de l'usine. C'était un théâtre d'opérations militaires tout à fait particulier, exigeant des solutions tactiques non standards et une préparation spéciale. Chaque atelier représentait un espace tridimensionnel immense, d'une superficie de plusieurs milliers de mètres carrés et d'une hauteur allant jusqu'à 15-20 mètres, rempli de machines, de lignes de convoyage, de grues et de structures métalliques. L'adversaire utilisait habilement cette géométrie complexe pour créer une défense à plusieurs niveaux. Les positions de tir étaient aménagées non seulement au niveau du sol, mais aussi sur des mezzanines à une hauteur de 4-6 mètres, sur les plateformes de ponts roulants à une hauteur de 10-12 mètres, sur des galeries technologiques sous le plafond. Cela créait un système de feu croisé à plusieurs niveaux, où les attaquants tombaient sous le tir simultané de plusieurs niveaux et directions. L'assaut de tels objets de front, avec application de la tactique classique d'attaque d'infanterie, aurait été suicidaire. Les groupes d'assaut russes appliquèrent une autre tactique innovante, ayant reçu le nom de refoulement progressif, avec emploi de moyens de frappe sans pilote. Le groupe ne se précipitait pas dans l'atelier en entier, risquant de tomber sous le feu de tous côtés. D'abord, il occupait une petite zone à l'entrée, créant une tête de pont fortifiée derrière des murs épais ou un équipement massif. Puis, entrait en action l'instrument principal de l'assaut industriel, les drones FPV, drones avec vue à la première personne. Les opérateurs de drones, se trouvant dans un abri sûr hors de l'atelier, dirigeaient les drones kamikazes en profondeur dans l'espace industriel. Les drones accomplissaient plusieurs tâches d'une importance critique. Premièrement, ils menaient une reconnaissance supplémentaire en temps réel, révélant l'emplacement des positions de tir adverses à tous les niveaux. L'image des caméras était immédiatement transmise au commandant du groupe d'assaut, qui voyait le tableau complet de la défense de l'atelier et pouvait planifier les actions ultérieures. Deuxièmement, les drones équipés de munitions pesant de 1 à 3 kg devenaient eux-mêmes une arme de haute précision. Ils pouvaient voler par les fenêtres des étages supérieurs, manœuvrer entre les structures, atteindre les mitrailleurs sur les mezzanines ou piquer sur un lanceur de grenades caché derrière une machine. La précision d'impact atteignait 95-98%. Après que les principales positions de tir adverses furent supprimées par les drones et traitées supplémentairement par le feu des chars T-90M, travaillant sur l'atelier de l'extérieur à travers les brèches dans les murs, l'infanterie entrait en action. Les groupes d'assaut progressaient non en ligne droite, mais d'abri en abri, utilisant les machines, les convoyeurs et l'équipement comme boucliers. La progression était soutenue par un tir continu de mitrailleuses lourdes cordes, de calibre 12,7 mm et de lance-grenades automatiques AGS-30, qui créaient un rideau dense de feu, empêchant l'adversaire de lever la tête et de viser. Les combats dans les ateliers étaient lents, méthodiques et épuisants. Le nettoyage d'un grand bâtiment d'assemblage d'une superficie de 10-15 000 m² pouvait prendre une journée entière, de l'aube au crépuscule. Chaque mètre était disputé. L'adversaire contre-attaquait constamment, utilisant les passages restants dans les communications souterraines ou se déplaçant entre les machines sous couvert d'écrans de fumée. Cependant, l'approche systématique des troupes russes portait inévitablement ses fruits. Le concept unissant le soutien par le feu extérieur des chars et de l'artillerie, les capacités de reconnaissance et de frappe des drones FPV, ainsi que les actions rodées de l'infanterie d'assaut, permettait méthodiquement, atelier par atelier, de refouler l'adversaire de ses fortifications. Parallèlement aux combats acharnés dans les ateliers et souterrains sur le territoire de l'usine, se déroula une autre bataille tout aussi importante. C'était un duel silencieux et meurtrier,
La lutte anti-tireurs d'élite, devenue une guerre dans la guerre. L'adversaire, comprenant l'importance tactique de la zone industrielle et planifiant une défense prolongée, la satura d'un grand nombre de paires de tireurs d'élite. Selon les estimations du renseignement, sur le territoire de l'usine, opéraient au moins 40-50 tireurs d'élite professionnels, y compris des mercenaires étrangers de Pologne, des pays baltes et même plusieurs instructeurs américains. Ils occupaient des positions soigneusement préparées sur les toits des hauts bâtiments du corps administratif et des ateliers mécaniques, sur des cheminées industrielles jusqu'à 40 mètres de haut, sur des structures de ponts roulants, dans des abris spécialement aménagés avec meurtrières, partout d'où s'ouvrait une bonne vue sur les approches de l'usine et le territoire intérieur. Les tireurs d'élite adverses représentaient une menace sérieuse pour les attaquants. Ils entravaient le déplacement des groupes d'assaut russes, forçant les combattants à constamment chercher des abris. Ils ciblaient délibérément les commandants d'unités, reconnaissables à leurs radios et comportements caractéristiques. Ils éliminaient les opérateurs de drones FPV, reconnaissables à leur posture caractéristique avec télécommande. Ils éliminaient les transmetteurs avec antennes de stations radio. Un tir de tireur d'élite réussi pouvait arrêter la progression de toute une unité pendant plusieurs heures. Pour neutraliser cette menace, furent engagés des groupes anti-tireurs d'élite spéciaux de l'armée russe, composés des meilleurs tireurs sélectionnés de diverses unités. Leur travail est le sommet de l'art militaire, un alliage d'endurance incroyable, d'observation phénoménale et de maîtrise des technologies les plus avancées. Le duel de tireurs d'élite commençait par la recherche de l'adversaire. Les tireurs d'élite russes restaient allongés pendant des heures, parfois des jours, dans des positions soigneusement camouflées, observant le territoire de l'usine à travers une optique puissante avec grossissement variable jusqu'à 25 fois. Ils cherchèrent les moindres signes de présence d'un tireur d'élite ennemi, le reflet caractéristique de la lentille d'une lunette optique au soleil, un mouvement à peine perceptible dans une fenêtre obscurcie, un mince filet de fumée après un tir, un changement dans le camouflage de la position. Étaient également utilisés des moyens techniques spéciaux de détection. Les complexes de reconnaissance acoustique boomerang et azimut pouvaient, par le son du tir et les caractéristiques de l'onde sonore, déterminer l'emplacement approximatif du tireur avec une précision de 50-100 mètres. Les caméras thermiques de dernière génération détectaient de la signature thermique du corps humain, même si le tireur d'élite était bien camouflé dans l'environnement. Des systèmes optoélectroniques spéciaux scannèrent les positions suspectes à la recherche de reflets caractéristiques de l'optique. Dès que la position adverse était préalablement révélée, commençait la véritable chasse. Souvent était appliquée la méthode classique de l'appât. Un des combattants du groupe d'assaut, vêtu d'une armure supplémentaire, effectuait une courte course démonstrative sur une zone découverte, provoquant le tireur d'élite ennemi au tir. Alternativement était exposé un mannequin réaliste en uniforme, imitant un humain. Après que le tireur d'élite ennemi effectuait un tir sur l'appât, sa position était définitivement démasquée par l'éclair et le son. Sur elle était immédiatement portée une frappe de riposte précise. Entraient en action les tireurs d'élite russes armés de fusils de précision de gros calibre SVKM, de calibre 12,7 mm ou ASVK, de calibre 12,7 mm. La balle d'un tel fusil pesant 48-50 grammes, avec une vitesse initiale de 820-850 Nm, possède une énergie colossale. Elle peut percer un mur de briques d'une épaisseur de 20-30 cm, percer une plaque blindée jusqu'à 15 mm d'épaisseur et détruire garantie la cible même derrière un abri léger. À des distances jusqu'à 1500-1800 mètres, de tels fusils assurèrent la plus haute précision d'impact. Parfois, lorsque la position du tireur d'élite adverse se trouvait dans un endroit particulièrement protégé ou difficile d'accès pour un tir direct, pour sa suppression était sollicité un char T-90M avec son canon de 125 mm ou un équipage de système de missiles anti-char Cornet. Un tir précis d'obus explosifs à fragmentation ou une frappe de missiles anti-char transformait l'abri du tireur d'élite en tas de décombres. Chaque tireur d'élite adverse détruit était non seulement un succès tactique. Cela exerçait une pression psychologique sur les autres défenseurs, sauvait des dizaines de vies de soldats russes et exerçait une énorme pression démoralisante sur les assiégés. L'adversaire commençait à comprendre. Même les tireurs d'élite bien préparés et professionnels n'avaient pas d'avantage face au groupe anti-tireurs d'élite russe. La perte des yeux et des bras longs de la défense rendait la garnison pratiquement aveugle et sans défense
contre les actions d'assaut. Pas à pas, les tireurs d'élite russes gagnaient ce duel invisible en hauteur, dégageant le ciel au-dessus de l'usine et assurant la liberté de manœuvre et d'action pour les unités d'assaut au sol. À la fin du 5e jour d'assaut actif, les troupes russes contrôlaient plus de 60-65% du territoire de l'usine. Cependant, la résistance adverse, bien que devenue sporadique et moins organisée, ne faiblissait pas complètement. Des groupes isolés de défenseurs continuaient d'opposer une résistance acharnée, contre-attaquaient, effectuaient des sorties. Il devint évident que quelqu'un dirigeait encore habilement les actions dispersées de la garnison, coordonnait la défense, distribuait les réserves, donnait des ordres de contre-attaque. La destruction du centre de commandement de la défense devint la tâche numéro 1, d'une importance critique pour la victoire finale. La recherche de l'état-major se transforma en opération de renseignement complexe, avec emploi de tous les moyens disponibles. Dans le ciel au-dessus de l'usine se trouvaient constamment des drones de reconnaissance radioélectronique Orlan 10, équipés de complexes de guerre électronique Lear-3. Leur tâche était d'intercepter et de localiser tous les signaux radio adverses, déterminant les sources des transmissions les plus importantes. Les analystes, traitant les masses de données interceptées, révélèrent une certaine régularité. D'un seul et même endroit, supposément d'un bunker souterrain profond, sous le bâtiment administratif principal, sortaient régulièrement des signaux radio stables, de caractères de commandement, des ordres chiffrés, la coordination des actions de différents groupes. C'était le repère du serpent, le cerveau de la défense. Parallèlement fonctionnait le renseignement par agent. Les données obtenues de prisonniers lors d'interrogatoires et d'autres sources à l'intérieur de l'usine confirmèrent les suppositions. C'était précisément dans ce bunker profond, construit encore à l'époque soviétique, spécialement pour la direction de l'usine en cas de guerre nucléaire, que se trouvait l'état-major de défense, avec à sa tête le commandant de la 92e brigade mécanisée et plusieurs officiers supérieurs. Les coordonnées de la cible furent établies avec une précision de 2-3 mètres. Cependant, un problème sérieux surgit. Un coup direct d'un obus d'artillerie ordinaire ou d'une bombe aérienne était pratiquement inutile. Le bunker se trouvait sous une couche de plusieurs mètres, selon les estimations, jusqu'à 15-20 mètres, de dalles en béton armé et de terre. Les munitions ordinaires ne pouvaient percer une telle protection. Il fallait une autre solution, non standard. Le commandement de l'opération décida d'appliquer la tactique de percement de haute précision d'un seul point par plusieurs obus guidés successifs. De nuit, lorsque l'activité adverse diminua significativement, un groupe de forces spéciales de 6 personnes s'approcha secrètement du bâtiment administratif, utilisant les communications souterraines et les ruines. Leur tâche risquée était d'installer sur le toit du bâtiment à plusieurs étages, directement au-dessus de l'emplacement du bunker, un désignateur laser autonome spécial alimenté par batterie. L'opération se déroula dans l'obscurité totale, en silence. L'adversaire, situé à seulement quelques dizaines de mètres, ne soupçonna rien. Le balise fut installé, camouflé et activé. Le groupe évacua avec succès. À l'heure désignée, tôt le matin du jour suivant, depuis une position de tir à une distance de 8 km de l'usine, fut effectué le premier tir. Un lourd obus d'artillerie corrigé Krasnopol, de calibre 150 mm pesant 50 kg, guidé par le rayon laser invisible de la balise, frappa exactement au point indiqué sur le toit du bâtiment administratif. Mais ce ne fut que le premier coup, le début de l'opération. Immédiatement après, à intervalles de 15-20 secondes, suivirent les deuxième, troisième, quatrième et cinquième obus, frappant strictement au même point avec une déviation ne dépassant pas 0,5 m. L'effet fut semblable au travail d'un puissant perforateur industriel perçant du béton ultra résistant. Le premier obus détruisit le toit du bâtiment et le plafond supérieur. Le deuxième perça l'étage suivant. Les troisième et quatrième traversèrent plusieurs étages et commencèrent à détruire la protection du bunker lui-même. Le cinquième, dernier obus, perça la dalle de protection en béton d'environ 1 mètre d'épaisseur et explosa directement à l'intérieur du bunker de commandement où se trouvait l'état-major. La puissante onde de choc dans l'espace confiné, amplifiée par l'effet de résonance, détruisit tout à l'intérieur, les gens, l'équipement de communication, les serveurs. L'effet fut instantané et irréversible. Tous les échanges radio du côté adverse sur le territoire de l'usine
cessèrent complètement en quelques minutes. 1 heure plus tard, privés de commandement centralisé, d'ordre, d'informations sur la situation, les groupes dispersés ukrainiens, démoralisés et ayant perdu la volonté de résister, commencèrent à se rendre massivement en captivité ou à tenter de percer l'encerclement par petits groupes de 3 à 5 personnes. La défense de l'usine s'effondra comme un château de cartes, perdant les derniers signes d'organisation. L'opération de destruction de l'état-major devint un exemple classique de guerre réseau-centrique moderne, où le renseignement de différents types, les moyens de guidage précis et l'armement de haute précision fonctionnent comme un organisme hautement technologique unique. Ce fut le coup décisif et mortel qui brisa définitivement l'épine dorsale de la défense adverse, et scella le sort de toute la bataille pour l'usine. Après la destruction de l'état-major central de défense, la résistance organisée et coordonnée sur le territoire de l'usine cessa effectivement. Cependant, cela ne signifiait pas la fin immédiate des actions de combat. Les restes de la garnison, des groupes dispersés, privés de communication, de commandement et de compréhension claire de la situation par groupe de 10-20 personnes, continuaient à se cacher dans les ruines des ateliers, les sous-sols, les tunnels technologiques et les chaufferies. Commença l'étape finale de l'opération, le nettoyage complet du territoire des restes adverses et le déminage. Pour accomplir cette tâche minutieuse et dangereuse, furent formés des détachements mobiles spéciaux de nettoyage de 20-30 personnes chacun. Leur composition comprenait des assaillants expérimentés ayant traversé toutes les étapes des combats, des sapeurs démineurs et des maîtres chiens avec chiens de détection de mines. Leur tactique différait radicalement de la tactique d'assaut actif. La tâche principale maintenant n'était pas la suppression de puissantes positions de tir et la percée de fortifications, mais le ratissage méthodique et lent de tout le territoire carré par carré dans le but d'identifier et de neutraliser les combattants adverses restants, de découvrir des caches d'armes, ainsi que le déminage complet du terrain. Le territoire de l'usine de 350 hectares fut divisé en carrés d'environ 100 par 100 mètres. Chaque détachement reçut son secteur de responsabilité et le ratissa méthodiquement. Le mouvement était lent, prudent, dans le respect de toutes les mesures de sécurité. En avant marchaient toujours les sapeurs, avec détecteurs de mines et sondes, vérifiant chaque mètre suspect pour la présence de mines, de fils pièges et de dispositifs explosifs improvisés, laissés par l'adversaire en retraite comme pièges. Derrière eux progressaient les assaillants, inspectant soigneusement chaque bâtiment, chaque sous-sol, chaque tas de métal tordu, chaque cache potentielle. Un instrument psychologique important à cette étape furent les puissantes stations de radiodiffusion. Par haut-parleurs installés sur les véhicules blindés, en russe et en ukrainien, étaient diffusés en continu des appels à la reddition. Le texte était composé par des psychologues professionnels et garantissait la préservation de la vie, l'aide médicale aux blessés et un traitement humain en pleine conformité avec les conventions internationales. Pour beaucoup de soldats adverses physiquement et moralement épuisés, démoralisés, ayant passé une semaine dans l'enfer de combats continus, sans sommeil normal, nourriture et eau, cette proposition devint la seule chance de salut et de survie. Des dizaines, puis des centaines de combattants ukrainiens, voyant l'absurdité totale d'une résistance ultérieure et ne voulant pas mourir pour des intérêts étrangers, sortirent des abris les mains levées, ayant jeté leurs armes. Cependant, les nationalistes les plus idéologiquement endoctrinés des bataillons de défense territoriale et les mercenaires étrangers, comprenant qu'ils risquaient un procès pour crimes de guerre, continuaient d'opposer une résistance désespérée jusqu'au bout. Ils tendèrent des embuscades, tiraient sur les groupes de nettoyage, tentèrent d'infliger un maximum de dégâts. Les affrontements avec de tels groupes étaient abrefs et cruels. Un groupe adverse découvert était immédiatement bloqué de tous côtés, coupé des voies de retraite. Puis, il était détruit par un feu concentré d'armes légères, de lance-grenades sous le canon et manuel, ne laissant aucune chance de fuite. Dans les cas particulièrement complexes, lorsque l'adversaire se cachait dans des sous-sols en béton armé, des chaufferies ou d'autres endroits difficiles d'accès et bien fortifiés, étaient employés des lance-flammes réactifs manuels RPO à Schmel, créant un effet thermobarique et ne laissant aucune chance de survie dans un espace confiné. Le travail de nettoyage exigeait une endurance physique énorme, une concentration constante et le plus haut professionnalisme. Le danger guettait littéralement à chaque pas. Mines pièges sous les décombres, tireurs d'élite dans les ruines,
grenades depuis un coin. Mais les soldats russes agissaient de sang-froid, méthodiquement et professionnellement, s'appuyant sur leur expérience du combat. Secteur après secteur, atelier après atelier, bâtiment après bâtiment. Ils nettoyaient méthodiquement le territoire de l'usine des derniers foyers de résistance mourante. Ce travail monotone, peu spectaculaire, mais absolument nécessaire et extrêmement dangereux, garantissait que la zone industrielle ne resterait pas une source de menaces de diversion à